Le fil téléphonique est sectionné, la radio n'existe pas, le bataillon est complètement encerclé dans une cuvette boueuse, et si dans 20 minutes là. Exactement, notre artillerie lourde n'ouvre pas un tir de barrage massif sur les crêtes, 1000 de nos frères d'armes seront massacrés à la baïonnette jusqu'au dernier. Et c'est à cet instant précis que le regard vitreux et épuisé du capitaine se pose lourdement sur vous, car vous êtes l'estafette de liaison, le coureur des tranchées, le messager sacrifié qui porte la vie de tout un bataillon dans une simple sacoche en cuir collée contre sa poitrine. Vous savez que vous devez parcourir 2 kilomètres à découvert, 2 kilomètres à travers une terre qui bout littéralement sous une pluie d'acier ininterrompue. Un paysage lunaire dévasté, où les mitrailleuses allemandes, Maxim, crachent 1000 balles à la minute et fauchent tout ce qui s'élève à plus de 30 centimètres du sol. Vous savez pertinemment que votre camarade, le coureur précédent, s'est effondré au bout de 10 mètres seulement, le corps disloqué par un obus. Mais vous n'avez pas le choix. Vous prenez une inspiration désespérée qui vous brûle les poumons. Vous vous signez d'une main tremblante couverte de boue et vous bondissez hors de la tranchée, plongeant la tête la première dans le brasier rugissant de Verdun. Nous sommes en février 1916, et le monde entier semble s'effondrer dans un fracas apocalyptique sous le terrible pilonnage allemand que l'on appelle le Trommelfeuer, le feu roulant, une tempête d'artillerie si dense, si incroyablement violente, qu'il pleut littéralement plusieurs obus par seconde sur chaque mètre carré du secteur, transformant la paisible forêt verdoyante en un désert terrifiant de cratères fumants, de souches calcinées et de chair broyée. Dans cet univers d'anéantissement total, où la terre tremble sans arrêt comme lors d'un séisme permanent, la technologie humaine a lamentablement échoué. Les fils téléphoniques les sont déchiquetés par les explosions à la seconde même où ils sont posés. Les pigeons voyageurs sont pulvérisés en plein vol par le souffle des shrapnels. Et les signaux optiques sont totalement invisibles à travers l'épaisse fumée jaune et toxique qui ronge les yeux et la gorge. Il ne reste alors qu'une seule et unique solution, la plus primitive, la plus fragile et la plus cruelle de toutes, la chair humaine, des jeunes hommes rapides, agiles et condamnés d'avance, que l'on appelle les coureurs de la mort, dont l'unique mission est de courir à travers le no man's land absolu pour délivrer un bout de papier griffonné à la hâte, un ordre de repli ou une demande de secours qui peut sauver des centaines de vies oubliées. Imaginez-vous un instant à la place de ce jeune coureur, le cœur battant à tout rompre contre vos côtes, comme un oiseau prisonnier, la bouche sèche au goût métallique de sang et de poudre. Vous vous délestez de votre lourd fusil, de votre casque encombrant, de votre lourd paquetage, de tout ce qui pourrait vous ralentir d'une fraction de seconde, pour ne garder que votre couteau de tranchée et ce message froissé dans votre poche, car ici la vitesse pure est votre unique et dérisoire blindage. Le vacarme extérieur est si assourdissant qu'il dépasse la douleur physique. C'est un hurlement d'acier continu qui fait saigner les tympans. Et pourtant, au moment précis où vous prenez appui sur le parapet glissant pour vous hisser hors du trou, un étrange silence intérieur s'installe soudainement. L'instinct de survie animale prend le contrôle absolu de votre cerveau. Vos pupilles se dilatent à l'extrême. Chaque cratère devient un refuge potentiel. Chaque tronc d'arbre mort, une couverture. Vous respirez une dernière bouffée de cet air saturé de gaz et de cordite, et vous vous lancez à corps perdu dans la course la plus terrifiante de votre existence, sachant parfaitement que la durée de vie moyenne d'un coureur sur ce secteur d'enfer ne dépasse pas les quelques minutes. Les premières de les foulées sont maladroites et désespérées. La boue épaisse,
argileuse et glacée, s'accroche à vos brodequins comme du ciment frais, tentant de vous aspirer vers le fond à chaque pas, tandis que les balles traçantes claquent déjà autour de vous avec des sifflements de frelons en colère, soulevant des gerbes de terre à quelques millimètres de votre visage, alors que vous zigzaguez comme un damné entre les entonnoirs remplis d'eau saumâtre et de cadavres gonflés par la pluie. La course effrénée se transforme rapidement en un ballet macabre où chaque appui est un pari sur la vie. Vos poumons brûlent, comme s'ils étaient remplis de braises ardentes, et soudain, un sifflement sourd, différent des autres, déchire l'air lourd, suivi d'une explosion étouffée qui libère un nuage verdâtre rampant vicieusement au ras du sol. C'est le gaz, le redoutable phosgène, à la douce et trompeuse odeur de foin moisi. Le tueur invisible qui dissout les voies respiratoires en quelques minutes de souffrance atroce, vous obligeant, tout en courant, à perdre haleine, à arracher d'une main frénétique votre masque à gaz primitif de son étui pour le plaquer violemment sur votre visage couvert de boue et de sueur. La vision se trouble instantanément derrière les oculaires embués. Le monde se réduit à 2 petits cercles de verre sale, et chaque inspiration devient un combat titanesque contre l'asphyxie. L'air filtré arrive au compte-gouttes, chaud, caoutchouteux et suffocant, augmentant la panique qui menace de vous faire arracher cette muselière salvatrice. Aveuglé par la buée et l'épuisement, vous trébuchez lourdement sur un enchevêtrement de barbelés déchiquetés et vous basculez dans le vide, dégringolant la pente boueuse d'un cratère géant fraîchement creusé par un obus de 305 mm. Le choc est brutal, l'eau glacée et saumâtre qui remplit le fond du trou vous submerge jusqu'à la taille, mais l'horreur absolue vous frappe avec une violence inouïe lorsque vos mains, cherchant désespérément un appui dans cette soupe infâme, s'enfoncent dans des chairs molles et des uniformes déchiquetés. Vous êtes tombé dans une fosse commune à ciel ouvert, un charnier aquatique où s'entassent les corps désarticulés de soldats français et allemands, unis dans la même mort atroce, leurs visages blafards semblant vous dévisager sous l'eau boueuse, comme pour vous supplier de rester avec eux dans le repos éternel. Le dégoût et la terreur menacent de figer votre sang, un haut-le-cœur vous secoue violemment sous votre masque, mais vous savez que s'arrêter ici, au milieu des morts, c'est abandonner les vivants qui attendent désespérément votre message à moins d'1 kilomètre de là, rassemblant vos dernières forces dans un grognement bestial qui se perd dans le fracas des explosions environnantes. Vous vous arrachez à l'étreinte visqueuse des cadavres, vous hissant péniblement sur le bord glissant du cratère, les ongles plantés dans la glaise. C'est à cet instant précis qu'une fusée éclairante ennemie s'élève dans le ciel noirci de fumée, baignant soudainement le champ de bataille d'une lumière crue, blafarde et impitoyable, figeant votre silhouette couverte de boue dans une immobilité terrifiante, totalement à découvert. À une centaine de mètres devant vous, la flamme longue et saccadée d'une mitrailleuse allemande Maxim crache la mort. Le bruit régulier et métallique de son mécanisme ressemble au tic-tac d'une horloge de l'enfer, et vous comprenez avec une clarté glaçante que le tireur vous a repéré. La terre explose littéralement autour de vous. Des fontaines de boue s'élèvent de Twampef de toutes parts. Des éclats de roches percutent votre casque avec des bruits secs, et vous n'avez pas d'autre choix que de vous jeter en avant, rampant sur le ventre comme un reptile, le visage enfoui dans la terre retournée, attendant l'impact fulgurant et la douleur brûlante de la balle qui mettra fin à cette course infernale. Chaque seconde passée le ventre collé à cette terre empoisonnée semble durer une éternité absolue, tandis que le faisceau mortel de la mitrailleuse allemande balaye furieusement le sol
à quelques millimètres seulement de votre casque, soulevant une grêle de cailloux acérés et d'éclates de fonte qui viennent vous lacérer le dos et les bras à travers le tissu trempé de votre capote bleue. Vous êtes cloué sur place, tétanisé par ce mur de plomb infranchissable, sentant la morsure du froid s'infiltrer dans vos os et la tentation insidieuse, presque douce, de fermer simplement les yeux, de cesser de lutter, d'accepter enfin le repos éternel au milieu de ce charnier oublié de Dieu. Mais soudain, à travers le bourdonnement sourd qui obstrue vos tympans meurtris, vous entendez, ou plutôt vous ressentez dans vos entrailles, le roulement tonitruant de nos propres canons de 75 qui commencent à pilonner la crête opposée en une tentative désespérée de couverture, provoquant un séisme artificiel si colossal que le tireur allemand est forcé de baisser la tête et d'interrompre son feu meurtrier pendant une fraction de seconde, une fenêtre de tir minuscule, infime, mais qui représente votre unique chance de salut, portée par une décharge d'adrénaline pure qui efface instantanément la douleur et la fatigue, vous bondissez sur vos pieds, avec l'énergie du désespoir, et vous vous élancez pour l'ultime sprint mortel, vos jambes broyant la boue avec une force mécanique, vos poumons hurlant à l'agonie sous le masque à gaz saturé, tandis que la silhouette sombre du bunker de commandement se dessine enfin à travers le brouillard jaunâtre, à moins de 100 mètres, puis 50, puis 20. C'est à cet instant précis, à l'ultime seconde de votre calvaire, qu'un obus de mortier explose avec un rugissement assourdissant juste derrière vous. L'onde de choc phénoménale vous percute dans le dos comme le coup de poing d'un titan, vous soulevant littéralement de terre pour vous projeter violemment en avant. Vous vous écrasez lourdement sur les sacs de sable ruisselants qui protègent l'entrée de l'abri. Le souffle coupé, le corps brisé, sentant un liquide chaud et poisseux couler le long de votre flanc déchiré par un éclat d'acier brûlant. Des bras vigoureux, couverts morceaux de boue, surgissent alors des ténèbres du bunker, vous agrippent par les sangles de votre équipement et vous tirent brutalement à l'intérieur, dans la pénombre salvatrice où l'air est miraculeusement filtré et où les visages de vos camarades, éclairés par la lueur tremblante d'une bougie, vous dévisagent avec une stupeur mêlée d'admiration, avant même de laisser l'infirmier déchirer votre uniforme pour examiner votre blessure béante, avant même de retirer votre masque à gaz pour prendre votre première véritable inspiration d'oxygène. Vous plongez une main tremblante et ensanglantée dans votre sacoche de cuir déchiquetée. Vous en sortez le bout de papier froissé, maculé de boue et de votre propre sang, et vous le tendez au capitaine, qui s'empare immédiatement du combiné téléphonique fraîchement réparé. Vous vous effondrez sur le sol froid, la vision se brouillant lentement, mais juste avant de sombrer dans l'inconscience, vous entendez le rugissement triomphal de notre artillerie lourde qui s'abat enfin sur les lignes allemandes, un déluge d'acier vengeur qui vient de sauver les 1000 hommes de votre bataillon, et un faible sourire étire vos lèvres meurtries, car vous savez que vous avez vaincu la mort en la prenant de vitesse. Aujourd'hui, en refermant ce carnet de mémoire taché par le temps, je suis frappé par le contraste vertigineux entre la futilité apparente de l'effort physique humain et la portée monumentale de ces actes de bravoure anonymes qui ont changé le cours de notre histoire. Ce soldat, cette simple estafette dont le nom a été avalé par la boue de Verdun, n'avait ni blindage, ni canon, ni grade prestigieux. Il n'avait que ses 2 jambes, ses poumons brûlés, et un courage qui dépasse l'entendement. C'est pourquoi, chers spectateurs, je vous pose cette question essentielle qui résonne lourdement dans le silence de ma bibliothèque et qui exige votre verdict implacable dans les commentaires ci-dessous.
Pensez-vous sincèrement que ces simples messagers de l'enfer, qui affrontaient la mort à visage découvert sans même pouvoir se défendre, faisaient preuve d'un courage bien supérieur à celui des généraux confortablement installés dans leur château à l'arrière du front? Le tribunal de notre mémoire nationale vous écoute. Alors exprimez votre colère. Rendez hommage à ces fantômes de Verdun. Abonnez-vous pour ne jamais oublier le prix du sang, et je vous donne rendez-vous très vite pour déterrer un nouveau secret glaçant de notre passé.